on s'intéresse à l'histoire parce que depuis tout petit, j'ai eu ce sentiment d'une épaisseur temporelle quand j'allais chez mes grands-parents, par exemple, j'avais l'impression de voyager dans le temps parce qu'on était un peu dans un autre monde, peut-être la France des années 50, et puis quand je revenais chez mes parents, c'était la France des années 1980. Et avec mes grands-parents et les récits qu'ils avaient de leur propre passé, il y avait cette espèce de profondeur là qui surgissait dans le présent, et je crois que c'est ça qui fait devenir historien, cette envie de gratter un petit peu. Alors c'est un peu le même chemin avec une bifurcation à un moment, c'est-à-dire que je crois que ce qui est le point commun, c'est aimer écrire. Aimer écrire et aimer transmettre. Et l'écriture au départ, on va dire de la recherche scientifique, c'est faire partager à d'autres les résultats d'une recherche. Et puis écrire de la fiction, du roman, c'est faire partager avec d'autres à la fois le fruit de son imaginaire et puis quelque part aussi voilà, des connaissances historiques accumulées au fil des décennies. Alors c'est pas forcément mon époque préférée, je préfère peut-être le 19e siècle qui vient avant, mais c'est un choix en fait par rapport au lectorat, parce que la Belle Époque c'est à la fois quelque chose qui je crois parle à notre imaginaire commun, les brigades du Tigre, les premières automobiles, le téléphone, les premiers aéroplanes comme on dit, et puis en même temps une autre France, celle des années 1900, où on continue à marcher au pas du cheval, etc., etc. Et donc il y a à la fois cet ancrage dans une contemporanéité qui facilite finalement le discours on va dire de l'historien, parce qu'on comprend assez facilement les mentalités de l'époque, et puis cette étrangeté que constitue un monde qui maintenant a 110, 120 ans. Oui, parce que, alors d'abord, elle est très très riche sur un plan politique, national, mais aussi international. C'est la fin de l'affaire Dreyfus, c'est la loi de séparation de 1905, c'est bien sûr la marche vers la guerre en 1914. Et puis c'est le surgissement en France, mais ailleurs en Europe aussi, d'une modernité qui est un peu déstabilisante. C'est l'époque de Picasso, c'est ce que je montre dans le Faubourg des Diaboliques, c'est la création des Demoiselles d'Avignon, donc c'est Freud et l'invention de la psychanalyse à Vienne à ce moment-là. Donc on a aussi cette fabrication d'une modernité dans ce qu'elle peut avoir de terrible, parce que finalement c'est la fin du 19e et le début du 20e siècle qui sont les matrices des drames du 20e siècle. Et puis c'est aussi, je vais dire, un peu un espèce d'âge d'or des campagnes, d'une société alors qui est quand même assez clivée, mais où on a l'impression qu'il y a une espèce de douceur de vivre. Alors on est d'accord qui est fallacieuse, mais qui facilite justement les intrigues. Ah ben, c'est fondamental, c'est-à-dire que moi je suis arrivé aussi à l'écriture romanesque par les récits d'affaires criminelles inspirés racontant des faits divers réels. Et ce qui est intéressant, c'est un peu une mise en abîme, c'est que la fin du 19e siècle, c'est vraiment le temps peut-être pas de l'invention, mais d'une forme de premier apogée du fait divers avec la presse à grand public, etc., etc., le petit journal, ce genre de choses. Et effectivement, ce goût de la Belle Époque pour le fait divers va nourrir le récit historique. Il n'y a qu'à ouvrir les journaux de l'époque et on trouve tous les faits divers qui peuvent inspirer le romancier. Alors c'est même le personnage de la série, Hippolyte Salvignac. Alors pourquoi un antiquaire ? Parce que j'avais envie de mener des intrigues au carrefour de la police, de la politique, du judiciaire aussi un petit peu, et puis du monde de l'art et du monde du patrimoine. Et donc le personnage de l'antiquaire, il était à cheval un petit peu sur tous ces mondes-là, et puis s'en faisait, je crois que à ma connaissance, c'est un des premiers, ou peut-être même le seul, personnage de détective antiquaire dans le monde de la fiction policière. Bon, ça serait peut-être à vérifier. Et j'aime bien aussi les objets anciens, etc. Et je trouvais que c'était intéressant de faire entrer le public dans un univers
à travers ce regard d'un antiquaire qui se pose des questions sur son métier, ce que c'est que le patrimoine, ce que c'est aussi la modernité. Il découvre justement le cubisme avec une forme d'horreur parce que c'est pas du tout ce qu'il vend dans sa boutique. Et cet homme qui est, justement, du fait qu'il est antiquaire, il est encore plus ramené dans le passé. Et par ses enquêtes, il va se retrouver mêlé à un monde contemporain qui est très, très bouleversant d'une certaine manière. Alors oui, j'aime bien chiner, j'aime bien les objets anciens. Alors, je suis pas du tout collectionneur, c'est pas du tout, j'ai pas du tout cette mentalité-là. J'aime bien fonctionner un peu par coup de foudre, et je crois que mon personnage, il est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire que c'est un amateur dans tous les sens du terme, c'est un dilettante, et je me revendique moi-même comme dilettante. Je serais incapable de vous décrire scientifiquement, par exemple, le fétiche qui est derrière moi. Un jour, je l'ai vu, je l'ai trouvé, il m'a plu, j'ai trouvé à faire affaire avec la personne qui le vendait. Voilà, ça s'est fait comme ça. Il est là maintenant derrière moi. Et je nourris effectivement un petit peu mes récits de ce rapport aux objets, de ce qui peuvent aussi, toute leur puissance évocatrice. Et j'aime bien notamment, justement, dans les années 1900, faire parler de l'art nègre, comme on dit à l'époque, parce que effectivement c'est les tout débuts. La France vient d'achever sa conquête coloniale en Afrique. L'immense majorité des Français n'a que mépris ou une ignorance complète pour les arts africains, ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Et puis mon antiquaire, lui, il a découvert ça et il vend ça dans sa boutique, ce qui va lui permettre justement de côtoyer Picasso et d'autres avant-gardes de l'époque.